Bonjour à tous, bienvenue à notre table ronde de Futurible. Je m'appelle Yannick Blanche, je suis le président de l'association Futurible International et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sonia Djemni-Wagner, avocate générale à la Cour de cassation et ancienne déléguée générale de l'Institut des études de la recherche sur le droit et la justice, pour parler des droits des générations futures. Cette table ronde est à la fois en présentiel et en distanciel. Nous avons des participants en ligne. Ceux qui êtes dans la salle, eh bien, vous allez pouvoir poser des questions à Sonia Djemni-Wagner à la fin de sa présentation. Et bien entendu, pour ceux qui sont en ligne, je vous invite à intervenir, faire vos observations et poser vos questions sur le chat que vous avez à votre disposition sur la visioconférence. Voilà. Je vois là un certain nombre de réactions qui s'affichent pour la qualité du son. Ça a l'air d'aller pour nous, donc je pense qu'on peut démarrer. Sonia Djemni-Wagner, ce document, ce rapport sur les droits des générations futures est la première étude publiée par l'IERDJ. Alors peut-être pour commencer, pourriez-vous nous dire quelques mots de l'IERDJ et de son projet et de cette première manifestation de sa production? Absolument. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être parmi vous. Effectivement, j'ai été jusqu'à il y a quelques jours encore la déléguée générale de ce nouvel institut et je suis depuis lors avocate générale à la Cour de cassation et je rassure le public non juriste, je m'efforcerai de ne pas être trop technique avec vous ce soir. Alors ce que je peux dire de l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice, c'est que c'est un moyen d'arrimer la réflexion juridique et la réflexion sur la justice à la prospective. Et c'est la raison pour laquelle je me réjouis évidemment de présenter cette étude ici à Futurible, avec lequel d'ailleurs nous avons conclu un partenariat assez récemment. Et cet institut est en réalité le fruit de la fusion de deux autres instituts beaucoup plus vénérables, une trentaine d'années, l'Institut des hautes études sur la justice, qui était dirigé par le magistrat Antoine Garapon, et la mission recherche droit et justice, dont la vocation était de financer la recherche sur le droit et la justice, et notamment la recherche fondamentale. Donc le 1er janvier 2022, ces deux instituts ont fusionné pour en produire un troisième, et on souhaite toujours qu'une telle fusion apporte quelque chose de plus, évidemment, que ce qui existait précédemment. Et ce quelque chose de plus, c'est la volonté de se constituer en un laboratoire d'idées, un think tank, comme on dit, qui porte une réflexion qui soit assez largement prospective. D'où cette première étude, qui alors là est l'archétype de l'étude prospective. On peut dire quelques mots peut-être de la méthode de travail, ce qui sera un moyen de présenter de façon plus concrète cet institut. Nous avons réuni durant 7 mois un groupe de réflexion qui était composé à la fois de chercheurs et d'universitaires et de praticiens du droit, des avocats, magistrats notamment, et nous les avons fait réfléchir ensemble à cette thématique du droit des générations futures. Pourquoi cette thématique? Parce qu'au moment où cet institut a été lancé, nous avons interrogé notre gouvernance. L'Institut est présidé par chaque chef de cour supérieure, Conseil constitutionnel, Cour de cassation, Conseil d'État, à tour de rôle, et qu'au moment de la cérémonie de lancement, le président Fabius, président du Conseil constitutionnel, nous a dit « Lorsque je rencontre des homologues, aujourd'hui, de quoi me parle-t-il? Du droit des générations futures ». Et de droit des générations futures, en réalité, largement lié à la volonté de préserver l'environnement. Et je souhaiterais que vous puissiez interroger cette notion et nous dire où nous en sommes d'un point de vue juridique de l'utilisation de cette notion. Est-elle effective? Pourquoi est-elle mise en avant par la société civile? Parce que vous savez comme moi que les juges ne se saisissent pas seuls. Et je vous prie de bien vouloir nous présenter une étude suffisamment étayée
sur le sujet. D'où ce groupe de travail sur plusieurs mois. Ça n'est pas simple, en réalité, de réunir des professionnels sur une telle durée, pour des séances de travail assez longues. Et nous avons mélangé réflexion en interne, puisque en interne, avec une douzaine de personnes, nous avions une somme de connaissances en soi très importante. Nous avons procédé à des auditions de personnalités très diverses, parce que c'est une des identités de l'Institut que d'être pluridisciplinaire et de ne pas réfléchir qu'en droit, mais de réunir aussi des sociologues, par exemple, des anthropologues, en plus de juristes de toutes sortes de spécialités. Et nous nous sommes bien sûr appuyés sur notre deuxième activité, qui est la recherche fondamentale. Ce que nous avons produit n'est pas une recherche académique, c'est une synthèse qui s'appuie notamment sur la recherche existante, mais pas seulement, c'est aussi le fruit d'une réflexion singulière, celle des membres du groupe de travail. Et nous avons, en tant qu'institut, ensuite tenu la plume et produit cette synthèse dont nous assumons par contre l'entière responsabilité. C'est un produit IERDJ, si je puis dire. Alors, cette notion de droit des générations futures, vous venez de le rappeler, elle est aujourd'hui invoquée, elle est en usage dans le contexte d'une réflexion sur ce qu'on a appelé successivement le développement durable, la transition écologique et aujourd'hui plutôt la crise climatique. Enfin, c'est en tout cas dans ce champ sémantique que cette notion intervient. Et pourtant, cette notion n'est pas absolument nouvelle, elle a des racines plus anciennes et elle a déjà été invoquée dans l'histoire. Dans un premier temps, pour parler du droit des générations futures à modifier l'ordre juridique qu'on était en train d'instaurer, mais aussi à propos de la dette. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, je crois qu'il est intéressant de se pencher sur la généalogie de la notion. Alors, on n'a pas fait œuvre d'historien, on n'a pas fait de recherche étymologique, ça n'était pas l'objectif. L'objectif, c'est de se demander en quoi cette notion peut changer l'ordre juridique, et puis au-delà de l'ordre juridique, la réalité. Et lorsqu'on se penche notamment sur l'histoire contemporaine, on s'aperçoit que cette notion-là apparaît dans les textes, notamment à l'époque des Lumières, au XVIIIe siècle, sous des plumes assez diverses, que ce soit celle de naturaliste, Buffon, ou bien sûr sous la plume de juriste. Et celui qui a sans doute le plus utilisé et travaillé cette notion, c'est Condorcet. Condorcet, qui rédige une constitution et notamment une déclaration de droit qui n'est jamais entrée en vigueur en 1793, mais il est intéressant de relever que dans cette constitution, ce projet de constitution de 1793, on retrouve un article 28 qui proclame qu'un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. Donc c'est une perspective en réalité qui est un peu différente de celle qui va nous occuper aujourd'hui, une perspective de liberté. Et en réalité, on se projette davantage par rapport au passé lorsqu'on est ici et maintenant, que par rapport au futur. Et c'est une façon de se dire, de se libérer de la tradition et de se dire que comme nous, aujourd'hui, lorsqu'on est un révolutionnaire, comme nous, aujourd'hui, les générations à venir seront parfaitement libres de déterminer les lois les meilleures pour elles. Donc, un principe de liberté pour les générations futures. Et à mesure qu'on avance dans le temps, effectivement, au XIXe siècle, on a des économistes, davantage que des juristes, qui s'intéressent à cette notion. L'économiste Jean-Baptiste Say, par exemple, qui, lui, évoque la question qui est toujours d'actualité, de la dette publique, pour dire finalement, sans doute, alors il ne parle pas de génération future, il parle de nos neveux, c'est une façon pour lui de désigner les générations à venir, sans doute que nos neveux pourront nous demander des comptes sur la façon dont nous avons utilisé les deniers publics, si nous les utilisons de telle sorte qu'ils se retrouvent entravés dans leur marge de manœuvre. Donc une notion qui intègre assez vite effectivement le champ économique, avant de revenir dans un champ plus juridique et de commencer à se rapprocher des questions environnementales. Au début du XIXe siècle, par exemple, on retrouve la notion dans des législations qui concernent les parcs nationaux. Donc la grande législation américaine en 1916 sur les parcs nationaux intègre une volonté de préserver cette nature pour les générations futures. Et cette dimension environnementale, en vérité, elle ne quittera plus jamais la notion de génération future. C'est elle, à notre sens, qui est centrale aujourd'hui. Alors pas centrale en soi, mais centrale par rapport au point de vue qui était le nôtre, qui est celui des actions en justice.
Alors, ce qu'on peut dire de ce lien entre la notion de génération future et la notion de protection de l'environnement, c'est que c'est au XXe siècle, une préoccupation qui est liée à la crainte de voir l'humanité disparaître. Et cette crainte-là, elle apparaît en réalité après la Seconde Guerre mondiale, en lien avec la Shoah. On a dans le pacte, le préambule de la Charte des Nations Unies en 1945, une proclamation qui est célèbre. Nous, peuple des Nations Unies, sommes résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre. Donc les générations futures et la guerre sont en lien. Et cette volonté de préserver les générations futures du fléau de la guerre, eh bien, on le lie également avec les risques nucléaires. Et quand j'évoquais une crainte de voir disparaître l'humanité, évidemment, cette crainte, elle est en lien avec la Shoah, elle est en lien avec le risque nucléaire, et de plus en plus, et notamment à partir des années 70, en lien avec le risque environnemental. Et donc, on retrouve la trace des générations futures dans des textes internationaux avec une valeur juridique plus ou moins grande et plus ou moins discutable. Pour en citer quelques-unes dont vous avez forcément entendu parler. En 1972, la conférence internationale de Stockholm, qui marque en quelque sorte le coup d'envoi du droit de l'environnement, avec un objectif assigné au gouvernement, un devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations futures et les générations présentes. Donc elles sont liées dans un même objectif de préservation à égalité sur un même plan. Dans les années 80, à la fin des années 80, le rapport Brundtland sur le développement durable, qui est défini comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures, la capacité de répondre à leurs propres besoins. Et puis, années 90, la conférence de Rio, avec le même objectif, une préservation des générations futures. Donc le parti pris est celui de l'environnement, mais cette notion existe pour la dette publique, pour le patrimoine génétique, de plus en plus. Une volonté que le clonage, par exemple, n'empiète pas sur le patrimoine génétique humain et ne mette pas, là non plus, en danger l'espèce humaine, ou encore le patrimoine culturel. Mais je le répète, ce qui nous a, nous, intéressés, c'est l'effectivité juridique de la notion. Et cette effectivité juridique, eh bien, en réalité, elle existe pour l'essentiel au travers d'actions en justice et de textes constitutionnels en lien avec l'environnement et pas vraiment avec la dette publique, même si on pourra approfondir la question si vous le souhaitez, ni avec le patrimoine culturel véritablement, ni avec le patrimoine génétique encore, mais d'abord avec la question environnementale. S'agissant de la dette publique, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que si on a entendu plusieurs fois l'argument du poids de la dette sur les générations futures, on a entendu cet argument plusieurs fois dans l'histoire, je ne crois pas avoir jamais entendu quelqu'un rejeter sur les générations antérieures le poids de la dette qu'on était en train de payer, parce que la dette a une capacité à s'évaporer quand même grâce à l'inflation, aux guerres, aux crises, donc la notion est plus abstraite. Dans le contexte qui est celui d'aujourd'hui, on est non seulement, vous avez évoqué des déclarations de principe, des textes fondamentaux, des conférences internationales, la notion de droit des générations futures intervient dans des contentieux, c'est-à-dire à un moment où un certain nombre d'acteurs, et notamment d'acteurs de la société civile, entendent faire valoir le respect d'engagements pris par les gouvernements en matière de transition écologique. Comment est-ce que vous interprétez le fait que des acteurs de la société civile se tournent vers des instruments de droit pour, en réalité, construire un rapport de force politique? Alors effectivement, le terme de rapport de force est c'est le bon. Certains chercheurs utilisent l'expression d'arme du droit pour caractériser finalement une stratégie élaborée par la société civile qui peut-être interprète le fait que la transition est trop longue,
pas suffisamment efficaces, et notamment au regard des rapports du GIEC, qui se sont très largement répandus et ont été vulgarisés. Chacun aujourd'hui connaît les principales conclusions de ce groupe scientifique, et il semble qu'une partie de la société civile considère que l'action politique elle-même n'est pas suffisamment efficace et se tourne vers la justice en se disant que peut-être que la voie de droit sera un moyen d'obtenir des résultats. Alors, elle le fait sans doute en tirant les conséquences d'évolutions qui sont des évolutions textuelles. J'ai évoqué le fait qu'il y avait des conventions internationales. Ce qu'on observe, c'est que là aussi, sans doute, sous la pression de la société civile, il y a eu une évolution aussi dans les textes nationaux. On retrouve dans un très grand nombre de constitutions partout dans le monde, et en Europe, mais aussi en Amérique latine, par exemple, ou en Asie, des considérations sur le droit des générations futures. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il n'y a pas d'action en justice sans texte. Et le texte premier dans un État, c'est évidemment la Constitution. Or, ces constitutions-là, elles ont évolué. Je ne sais pas si les gouvernants ont été forcément conscients des conséquences que cela aurait plus tard, mais si on prend l'exemple de la France, on sait tous que nous avons une charte de l'environnement. Parmi les juristes, la portée juridique de cette charte a été très discutée. Quelle est la portée de cette charte? Est-ce que tous ces articles ont une portée juridique? Est-ce que son préambule a une portée juridique? Pour les plus anciens d'entre nous, on se souvient du fait que le président Chirac y a mis beaucoup d'importance, a installé une commission présidée par Yves Coppens qui a construit cette charte, qui contient un grand nombre de principes qui fondent aujourd'hui notre droit de l'environnement, par exemple le principe de précaution, pollueur-payeur, etc. Et lorsque l'on s'y penche comme nous l'avons fait, eh bien, on peut voir que cette notion de génération future, elle existe dans notre charte de l'environnement. C'est un alinéa 7 qui mentionne les générations futures. Ça n'a l'air de rien, et ça existe tel quel dans notre Constitution, dans d'autres, jusqu'à ce que les juges constitutionnels, un jour, s'en saisissent. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, d'un point de vue strictement là, institutionnel, que cette préoccupation, encore une fois, naît tranquillement, si je puis dire, avant que la société civile actionne le juge. Et au-delà des constitutions et de la nôtre, on constate que les pouvoirs publics tentent de créer des institutions qui seraient chargées, en quelque sorte, de prendre en considération le long terme et de compenser ce que un certain nombre de penseurs, notamment Pierre Rosanvallon, ont défini comme myopie des démocraties, donc une incapacité ou une difficulté à prendre en compte le long terme. Cette myopie, elle s'explique de différentes façons. La plus simple, et celle qu'on a sans doute tous à l'esprit, c'est de se dire que les processus électoraux favorisent le court terme. Mais on peut se dire aussi, puisque j'ai évoqué avec vous la généalogie de la notion, que la naissance même de nos démocraties eh bien, s'appuie sur cette volonté de rompre avec les traditions. Et donc, comme je l'ai dit, avec une volonté de ne pas trop prendre en considération le passé, donc le long terme au sens du passé, et peut-être pas non plus de prendre en compte le futur. Et puis, ce sont des démocraties qui sont d'abord nées de la liberté, de la volonté de promouvoir et de consacrer des libertés. Et ce qu'on trouve au centre de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la possibilité, la liberté, c'est le fait de pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Comme le dit le philosophe Dominique Bourg, peut-être qu'on devrait ajouter tout ce qui ne nuit pas à autrui immédiatement, en réalité. Et on ne pense pas forcément à tout ce qui ne nuit pas à autrui pour plus tard. Donc une difficulté des démocraties à penser le long terme, mais une volonté de compenser avec des institutions qui ne seraient pas forcément des institutions de plein pouvoir, si je puis dire, mais des institutions compensatoires. Par exemple, je ne sais pas qui se souvient, mais lorsqu'on a travaillé, moi j'ai été assez amusée par le souvenir
de l'existence d'un conseil des générations futures présidé par le commandant Pierre-Yves Cousteau, donc toujours le président Chirac, qui nomme auprès de lui, président de la République, un conseil constitué de personnalités alors toutes plus prestigieuses les unes que les autres, par exemple le philosophe Michel Serres, ou alors des physiciens, Hubert Reeves aussi, et donc un conseil très prestigieux chargé d'éclairer la décision publique, pouvant être saisi par des parlementaires, hein, par le gouvernement, et en réalité ce conseil n'a rendu aucun avis après la reprise des essais nucléaires, le commandant Cousteau ayant claqué la porte. Ce conseil, en vérité, n'a pas eu d'existence. Mais le simple fait qu'il ait eu une existence sur le papier est intéressante. Et cette réflexion institutionnelle, elle se poursuit. Et très récemment, par exemple, le président de la République, dans son premier mandat, lorsqu'il a annoncé une réforme constitutionnelle, a annoncé une volonté de transformer le Conseil économique, social et environnemental en une chambre pour le futur. Et cette chambre pour le futur, elle s'appuie notamment sur une réflexion, je mentionnais Dominique Bourg, de philosophes, de constitutionnalistes, une réflexion qui conduirait à créer une chambre parlementaire qui serait capable, par sa constitution même, qui comprendrait des scientifiques, des membres de la société civile, de réfléchir en prenant en considération le long terme. Et donc, c'est en s'appuyant à la fois sur ces textes nationaux, sur des déclarations internationales et sur le dernier texte que je mentionnerai, qui est celui de l'accord de Paris, 2015, texte fondamental en réalité, parce qu'il prévoit la volonté de prendre en compte la société civile. Il y a toute une série de déclarations qui entourent l'accord de Paris, qui figurent dans l'accord de Paris, où vous retrouvez près d'une trentaine de fois le mot transparence, où vous retrouvez la volonté proclamée d'associer pleinement la société civile, où les États se lient eux-mêmes en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils refusent de se voir imposer un objectif unique de décroissance des émissions de gaz à effet de serre, mais où se disent on va nous-mêmes se fixer des objectifs, on va les présenter et on va les respecter. Et à partir de ces textes-là, la société civile, pleinement impliquée dans le processus de la COP, à ce moment-là, accord de Paris, commence à saisir, en tout cas dans les pays occidentaux, le juge. Et ce juge-là, dont je parle, est un juge constitutionnel, est un juge administratif, est un juge civil, et on pourra y revenir, et parfois un juge pénal, lorsque les actions de désobéissance civile entrent en considération. Mais dans toutes ces hypothèses-là, il y a une stratégie pour utiliser les tribunaux comme des tribunes. Donc, au-delà du résultat attendu qui serait celui d'une condamnation, par exemple, de l'État, eh bien, il y a de toute façon une volonté d'utiliser le tribunal pour, entre guillemets, convertir, pour convaincre deux sortes d'acteurs, le reste de la société civile, donc les citoyens, et aussi les juges eux-mêmes, pour convaincre les juges eux-mêmes. Et on a, par exemple, un certain nombre de procès, je prends cette fois-ci à dessein un autre type de procès auquel on ne pense pas toujours, des procès pénaux, dans lequel on demande aux juges d'entendre des témoins, qui ne sont pas des témoins habituels, qui sont des grands scientifiques ou des grands dirigeants d'ONG. Et là, on cherche à ce que le juge produise lui-même une réflexion à partir de données scientifiques et à ce que les journalistes, qui sont souvent présents dans la salle, eux-mêmes se familiarisent avec un certain nombre de débats et de données. Et donc, lorsque vous me posiez la question de savoir ce que cherche la société civile, elle exprime d'un côté une frustration, et de l'autre, elle s'empare d'une sorte de pouvoir, donc elle s'active pour convaincre, pour obtenir des condamnations, et elle le fait notamment en s'appuyant sur des textes, je vulgarise à dessein, qui disent, en argument qui disent, mais vous, État, ou vous, entreprise, vous vous êtes liés vous-même. Donc peut-être que cet accord de Paris n'est pas en soi un accord contraignant, mais puisque vous vous êtes liés vous-même en vous fixant à vous-même des objectifs,
eh bien, le juge doit en tirer des conséquences. Et si vous ne respectez pas la trajectoire, vous condamnez. Donc voilà en substance résumé les arguments et la stratégie de la société civile dans ces actions juridictionnelles. Oui, on voit émerger à travers ces contentieux ce qu'on pourrait appeler un droit de l'engagement. Si vous avez pris un engagement ne crée pas une obligation contractuelle au sens du droit civil, mais puisque vous avez dans une instance politique pris un engagement, le non-respect de cet engagement doit pouvoir être sanctionné. On voit bien comment le contexte de menace sur le monde vivant, sur les espèces, sur les milieux naturels que fait peser la crise climatique amène à considérer des objets naturels comme des sujets de droit. On connaît ce fleuve néo-zélandais à qui l'État a reconnu des droits. Il y a tout un mouvement qui défend la notion de droit des animaux. On comprend que le fait d'être un sujet de droit entraînant des protections, et cela depuis les citoyens romains, on comprend que pour protéger des milieux naturels, on en fasse des sujets de droit. Mais comment peut-on être un sujet de droit quand on n'existe pas encore ? Alors, c'est effectivement une question qui est éminemment juridique. Ce que je peux dire peut-être, avant de répondre à cette question directement, c'est que cette notion de génération future, prise dans l'optique de la protection de l'environnement, elle n'est pas la seule. Ce n'est pas le seul argument juridique qu'on peut utiliser lorsqu'on est, par exemple, une ONG et qu'on souhaite agir en justice, par exemple saisir le Conseil d'État pour lui demander d'enjoindre à l'État français de bien vouloir répondre aux engagements qu'il a pris. Mais il nous a semblé que c'était une notion qui était extrêmement fertile. D'abord, elle est très évocatrice. Je ne sais pas si vous vous l'êtes dit, mais c'est une notion qui est familière en réalité. On l'entend dans les discours politiques très fréquemment. Il y a un peu à toutes les sauces, pour parler un peu vulgairement. Donc, on voit ce dont on parle. Génération future. On parle peut-être pour certains de personnes proches, peut-être même des gens de notre famille, ceux qui existent déjà, nos enfants, nos petits-enfants, ceux qui existeront et qu'on ne connaîtra pas, ceux qui viendront après, et puis plus globalement d'une communauté, qui peut être d'ailleurs une communauté nationale, une communauté régionale, et puis l'humanité tout entière. Donc c'est une notion à géométrie variable, mais qui évoque un certain nombre de choses au plus grand nombre. Et la question est de savoir justement si cette notion assez floue, politique, elle a un sens juridique, et si, à partir de cette notion-là, on peut produire des effets en droit. Et l'une des notions majeures en droit, c'est effectivement l'intérêt à agir. Vous ne pouvez pas saisir le juge si vous n'avez pas d'intérêt à le faire, et en droit, c'est ce qu'on appelle l'intérêt à agir. Alors, c'est fondamental parce que cette question de l'intérêt à agir, c'est aussi ce qui génère un certain nombre de critiques de la notion de génération future. Quelles sont ces critiques ? La première, c'est de se dire, c'est une notion quand même qui est excessivement anthropocentrée. Quand on parle de génération future, on ne parle que des êtres humains. Et on laisse de côté, effectivement, tout un pan qui prend de plus en plus de place, qui est celui du vivant, au sens large, et la faune, la flore, et des éléments, des entités naturelles comme le climat. C'est vrai. Mais la question, encore une fois, si je me place du point de vue de la société civile qui agit en justice, c'est celle de l'efficacité. Qu'est-ce qui parle au plus grand nombre ? C'est sans doute de parler de préservation de l'espèce humaine. Qu'on puisse le regretter ou pas, lorsque on cherche à convaincre de l'importance de préserver l'environnement, lorsqu'on adopte un point de vue humain, on s'expose peut-être à moins de critiques que lorsque l'on prend un point de vue qui serait celui plus global du vivant et de la nature avec un grand N. Donc, dans les stratégies, il y a sans doute quelque chose de volontaire dans le fait d'utiliser la notion de génération future. Autre critique. C'est une notion qui est en fait occidentale. Lorsque vous vous intéressez à cette notion, eh bien, en réalité, vous laissez de côté ce qu'on appelle le Sud global,
les pays moins développés, et vous exprimez en quelque sorte une préoccupation de riches. Et que peut-être qu'avant de se préoccuper des générations futures, il faut se préoccuper des générations présentes. Ce qu'on a observé, sans trancher le débat, ce n'était pas le sujet, c'est que les premières décisions de justice, elles viennent du Sud. Lorsque j'ai dit que le président du Conseil constitutionnel faisait l'observation que ses collègues s'intéressaient à la notion, j'aurais dû préciser que les collègues les plus proches, les collègues européens, avaient été frappés par une décision allemande de 2021. Donc le tribunal constitutionnel allemand, en 2021, dit au gouvernement « Votre loi climat n'est pas constitutionnelle, je l'annule, parce qu'elle n'est pas conforme à l'article 20 de la Constitution fédérale, cet article 20 intégrant justement cette préoccupation des générations futures. » Et là aussi, en synthétisant, le juge constitutionnel allemand dit « Si toutes les réserves de gaz à effet de serre sont dépensées dans leur immense majorité dans un avenir proche, eh bien, les générations à venir, non seulement n'en disposeront plus, ou plus suffisamment, mais elles n'auront plus de marge de manœuvre et elles ne pourront plus jouir des libertés dont nous jouissons actuellement. » C'est toujours une perspective de liberté qui est prise par le juge constitutionnel. Ça nous a beaucoup intéressés. On a peut-être eu une vision un peu européocentrée. Mais lorsqu'on a tiré le fil, on s'est rendu compte que cet arrêt, cette décision n'était pas du tout le premier en réalité. Le premier, c'est les Philippines, 1993, au Posa, où des enfants, représentés par leurs parents, mais des enfants, comme sujet de droit pour le coup, disent « Eh bien, la façon dont la politique environnementale est menée eh bien, porte une atteinte excessive à nos droits. » Et le juge constitutionnel, la Cour suprême des Philippines, en 1993, rend une décision qui leur est favorable. Ça concernait la délivrance excessive de permis de déboisement. Et le juge reconnaît le droit à agir des enfants, pour eux-mêmes, mais aussi pour le futur. Et ce juge philippin reconnaît en 1993 le principe d'une responsabilité intergénérationnelle. Et puis ça continue, parce qu'en 2008, c'est une des décisions majeures, décision latino-américaine, colombienne, la Cour constitutionnelle de Colombie, dans l'affaire Lozano-Barragan et autres, contre la présidence de Colombie, eh bien, reconnaît que ces générations futures sont des sujets de droit. Donc là encore, 25 jeunes qui intentent une action contre l'État colombien, et cette fois-ci, ça concerne la déforestation aussi, dans la région amazonienne. Et ils considèrent que cette déforestation excessive et les émissions de gaz à effet de serre qui en résultent menacent leur droit à un environnement sain, leur droit à la vie, leur droit à l'alimentation, à l'accès à l'eau. Et la Cour estime que le gouvernement n'a pas fait efficacement face à ses obligations s'agissant de cette déforestation. Et ce qui est utilisé dans la décision, c'est le terme génération future, c'est la justice intergénérationnelle, et c'est aussi dans cette décision, et en plus, si je puis dire, des droits qui sont reconnus au fleuve, à l'Amazone colombien, sur la partie colombienne. Et effectivement, ce qui nous a intéressés là, c'est de voir comment les justices constitutionnelles latino-américaines arrivent de façon tout à fait facile à articuler des droits pour les générations actuelles, futures, pour des entités naturelles. Et évidemment, ça n'est absolument pas notre tradition juridique. On a du mal à intégrer ça. Mais on constate qu'il y a, ici et là, des ONG qui s'emparent du sujet, qui organisent des débats. On a par exemple le Parlement de Loire sur le fleuve Loire. On a aussi la même chose en Corse, sur un certain nombre de fleuves. La même chose en Espagne. C'est balbutiant, mais c'est intéressant néanmoins. Mais je crois que, encore une fois, on peut déjà explorer et obtenir un certain nombre de résultats avec cette notion de génération future. Et elle-même,
est suffisamment difficile à manier. Si je termine sur cette question de l'intérêt à agir, comment est-ce qu'on peut avoir un intérêt à agir si on n'existe pas encore? Nous, ce qui nous a intéressé dans ce rapport, c'est de nous appuyer sur ce que Mireille Delmas-Marty appelle les forces imaginantes du droit. Il est possible, lorsqu'on est un juriste, d'avoir de l'imagination. Et les juridictions en font preuve parfois. Je donne un seul exemple. La Cour de cassation a été amenée à se prononcer, il y a un certain temps déjà, sur la question de savoir s'il était possible de représenter en quelque sorte les intérêts de générations qui n'existent plus. J'ai évoqué à quel point la Shoah avait été importante dans l'élaboration d'une préoccupation du sort de l'humanité et sur l'élaboration d'une réflexion juridique sur la préservation de l'humanité. Eh bien, ça continue dans cet exemple où dans cette jurisprudence, la Cour de cassation dit qu'une association constituée pour la préservation de la mémoire des personnes déportées peut avoir un intérêt à agir contre une personne qui, en quelque sorte, ne respecterait pas cette mémoire. C'était une affaire Le Pen. Et donc, la possibilité de faire en sorte que ces générations qui n'existent pas aient un intérêt à agir, elle existe en droit. Deuxième moyen, utilisé de façon assez fine par la société civile, bien, c'est de faire agir les jeunes. Alors, deux choses à dire sur ce point. La première, c'est que, je l'ai dit pour la Colombie et les Philippines, les jeunes agissent de plus en plus en justice. Quand je dis les jeunes, ce sont soit des jeunes adultes, très jeunes adultes, soit des enfants, des mineurs. Pourquoi ? Parce qu'ils constituent sans doute la charnière entre le présent et le futur. Ils peuvent dire, nous commençons déjà à subir des conséquences, par exemple du changement climatique, nous les subirons de plus en plus, et plus que vous adultes, et plus que vous adultes âgés, et puis nos enfants et nos petits-enfants, et donc nous avons intérêt à agir pour notre propre compte, et nous avons un intérêt à agir pour les générations futures. Et cela permet sans doute aux juges de répondre en leur donnant cet intérêt à agir propre, et en même temps de leur répondre en répondant aussi pour les générations futures. Donc c'est une stratégie qui est extrêmement habile et qu'on retrouve partout dans le monde, pour le coup. Il y a un certain nombre de jeunes qui sont financés par des ONG. Je trouve que cette notion un peu de société civile qui se coalise dans ces différentes composantes est intéressante. On retrouve des ONG, on retrouve des laboratoires de recherche, des think tanks, et des avocats, etc. Et ce sont ces jeunes qui sont l'incarnation des générations futures qui agissent en justice. Je peux vous citer quelques exemples. Actuellement, devant la Cour européenne des droits de l'homme, une action menée contre des jeunes par des jeunes Portugais. La Cour européenne devrait se prononcer probablement à l'automne ou au début de l'année prochaine, sur le fait de savoir finalement si cette Convention européenne des droits de l'homme, qui ne prévoit pas de protection de l'environnement en tant que tel, peut protéger néanmoins cet environnement et dans une perspective de long terme, au travers par exemple de l'article 2 sur le droit à la vie. Une autre action récente est cette fois-ci avec succès aux États-Unis, des jeunes qui viennent de gagner une action en justice dans le Montana. Dans le Montana, il y a une constitution qui prévoit cette question de la préservation du droit des générations futures. Qu'est-ce qui était en jeu ? Eh bien, les autorités locales avaient jugé bon de prévoir une loi qui disait que pour donner des permis d'exploiter des énergies fossiles, eh bien, il n'y avait pas besoin de prendre en considération les émissions de gaz à effet de serre, c'est pas utile. Eh bien, les juges ont saisi la justice en disant, eh bien, ça ne respecte pas la Constitution, droit à un environnement sain, préservation du droit des générations futures, eh bien, la justice a donné raison à ces jeunes. Autre exemple, cette décision allemande, Karlsruhe 2021, elle s'appuie sur l'article 20, comme je l'ai dit, qui prévoit une disposition sur les générations futures, et ceux qui se sont vus reconnaître un intérêt à agir, ce ne sont pas les associations, ce sont aussi
des jeunes citoyens. Donc voilà, c'est la figure des générations futures et c'est la façon de reconnaître un intérêt à agir. Dernière chose à préciser, qui était aussi une critique faite à la notion de génération future, je crois que liée de cette façon par les jeunes présents et futurs, c'est une façon de répondre à cette critique qui était de dire mais la notion de génération future est ennuyeuse parce que ça donne l'idée que cette préservation-là, elle est pour le lointain. C'est un avenir lointain, ce ne sont pas des questions vraiment actuelles, ce sont des questions un petit peu abstraites. Et Dominique Bourg, à très juste titre, nous a dit, mais aujourd'hui, nous sommes les générations futures. On ne peut pas parler de génération future en parlant d'un avenir extrêmement lointain. Et donc, il faut faire attention à ce que cette notion-là ne soit pas contre-productive. Et il semblerait que ces jeunes-là, dont je vous ai parlé, l'aient bien compris, en faisant eux-mêmes, encore une fois, le lien entre le présent et le futur. Et si la notion est utilisée de cette façon, effectivement, eh bien, ça permet de répondre à cette critique et en même temps de donner un fondement juridique peut-être plus simple pour permettre aux juges de répondre positivement à leurs demandes. Je rebondis sur ce que vous venez de dire pour répondre aux questions qui commencent à arriver sur le chat, puisque notre premier interlocuteur nous demande si il ne faut pas s'interroger sur la préférence individuelle sur le présent, mais ce que vous venez de nous démontrer, c'est qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'opposition entre le présent et le futur, et que dans le raisonnement de l'intérêt des générations futures, on arrive à montrer que s'intéresser au futur, c'est agir sur le présent. C'est en particulier la position prise par Dominique Bourg, qui a depuis quelques années déjà a critiqué le fait que le mode d'exposé, notamment du GIEC, avec les projections dans l'avenir, les courbes d'évolution des températures, induisait la perception que les questions de réchauffement climatique étaient des questions pour un futur indéterminé. Et les événements récents montrent que le futur commence dès maintenant. Dans cette notion de charnière, de continuité transgénérationnelle incarnée par les enfants, l'une de nos auditrices se demande s'il y a une analogie avec les droits du naissant qui sont appliqués en faveur du fœtus. Les droits du naissant appliqués en faveur du fœtus. Ah, j'ai un peu de mal à répondre, faudrait que votre auditrice précise un peu. Ce que je peux dire, en tout cas, parce que je l'ai évoqué très rapidement, c'est peut-être l'occasion d'y revenir, c'est que cette notion de génération future, y compris d'ailleurs en droit, elle existe, mais sans action en justice, qui explique qu'on ne se soit pas appesanti sur le sujet, sur les questions génétiques, de patrimoine génétique, avec effectivement cette idée que le fœtus, et puis surtout les vivants, les naissants, ceux qui sont nés, ont un droit, et ce droit est le suivant. Il est possible, par exemple, d'appliquer des thérapies géniques dès lors que le patrimoine génétique lui-même n'est pas touché de façon irrémédiable. Et là, s'il n'y a pas véritablement d'action en justice structurée, peut-être parce qu'il n'y a pas encore de sujet massif, il y a des règles de droit qu'on retrouve, alors d'abord en matière civile, autour des lois de bioéthique, on en a eu 3, et vous savez que ces lois se renouvellent régulièrement et, si je puis dire, automatiquement pour prendre en considération les évolutions techniques, et puis à travers le droit pénal, puisque le crime notamment d'eugénisme, ou le crime qui consiste justement à modifier ce patrimoine, existe et est punissable. Donc, si le droit du naissance est ça, certainement. Bon, il faudrait que notre auditrice nous en dise plus pour que je puisse s'éclairer. Une autre question plus brûlante qui concerne un contentieux en cours, donc vous n'allez peut-être pas pouvoir répondre sur le fait, c'est de savoir si le droit des générations futures pourrait être invoqué pour contester la dissolution des soulèvements de la Terre. Il me semble que ça a été fait, sauf erreur. Alors, je n'ai pas lu, là, juste avant de venir, la décision qui a été prise par le Conseil d'État dans l'été,
mais je crois me souvenir, pour avoir lu des articles de presse durant mes vacances sur le sujet, parce que ça m'intéresse, que cette notion-là, elle a été, alors pas forcément utilisée comme fondement juridique, mais ce dont je suis sûre, c'est que ça a été utilisé dans l'argumentation des avocats. Et il me semble bien, il faudrait qu'on relise tous la décision du Conseil d'État, mais que ça a été utilisé par le juge des référés lui-même, pour suspendre. Alors sur le fond, je ne sais pas ce que fera le Conseil d'État, mais ce que je peux indiquer aussi, si on se penche sur les décisions récentes en France, parce que j'ai parlé de l'Amérique latine, de l'Asie, j'ai parlé de l'Allemagne, mais au mois d'août 2022, donc il y a un an, le Conseil constitutionnel, le nôtre, a pris une décision que j'ai trouvée évidemment extrêmement intéressante. Le 12 août 2022, il examinait, saisi par des parlementaires, une loi dans le contexte que l'on connaît, de crise énergétique, sur la possibilité de mettre en place des méthaniers flottants pour pouvoir, dans un contexte d'urgence, disposer de suffisamment de ressources et d'énergie. Et le Conseil constitutionnel dit que cette loi, elle est constitutionnelle, mais il formule ce qu'on appelle des réserves d'interprétation. Une réserve d'interprétation, ça a toujours l'air de rien, et notamment parce qu'on n'est pas juriste, parce que ce que les gens retiennent, c'est que bon, c'est constitutionnel, voilà, ça s'applique, point. Mais pour les juristes, les réserves d'interprétation, c'est toujours très intéressant à examiner, soit parce que ça peut augurer d'autres décisions ensuite, soit parce que tout simplement, lorsqu'on va concrètement avoir à appliquer un certain nombre de règles saisies par les citoyens, on va regarder ce qu'a jugé le Conseil constitutionnel, y compris lorsqu'il a déclaré une loi constitutionnelle. Et le Conseil constitutionnel, en déclarant constitutionnelle cette loi, se fonde sur la Charte de l'environnement, sur son article 1er et sur son 7e alinéa consacré aux générations futures. Et ce qu'il dit en substance, c'est que sans doute que le gouvernement est fondé à prendre des mesures d'urgence pour assurer nos ressources suffisantes en énergie, notre approvisionnement en ressources suffisantes, mais qu'il doit le faire en n'empiétant pas excessivement sur la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Donc on voit comme ça, en filigrane, dans des décisions françaises, cette notion de génération future. Il y a une autre décision que je n'ai pas mentionnée, mais que les tribunaux regardent et que la presse a mentionnée abondamment en son temps, et qui est une décision majeure, c'est celle qui a été prise par les juges des Pays-Bas. Urgenda, c'est une décision fondamentale. Pour ceux qui s'intéressent à ces questions, pour ceux qui sont juristes, c'est vraiment une décision qui mêle des concepts traditionnels et des concepts tout à fait nouveaux. Le devoir de vigilance, le droit des générations futures, le fait que ça n'est pas parce que les Pays-Bas, à eux seuls, évidemment, ce n'est pas parce qu'à eux seuls, ils ne produisent pas l'ensemble des conséquences néfastes pour l'humanité par leurs émissions et sont un petit pays et contribuent finalement relativement assez peu, qu'ils ne doivent pas prendre de mesures. Et que ces mesures-là doivent être prises non seulement pour eux-mêmes, mais pour les citoyens dans le reste du monde, doivent être prises pour eux-mêmes et pour les générations futures. Excusez-moi de vous interrompre, est-ce que vous pouvez rappeler la substance de cette décision qui constitue, si j'ai bien compris, une injonction au gouvernement à modifier sa politique? C'est ça. Alors, dans cette affaire-là, le juge, pour condamner les Pays-Bas à la réduction de ses rejets de gaz à effet de serre, eh bien, le juge reconnaît, par le biais de la recevabilité de l'action d'une fondation, donc Urgenda, c'est une fondation, une ONG, donc il indique que cette fondation défend les intérêts des citoyens sur le sol des Pays-Bas. C'est sans doute un intérêt à agir dont on parlait, indispensable pour que le juge intervienne. Mais aussi l'objectif plus général d'une défense d'une société générale, les intérêts des citoyens futurs. Et pourquoi est-ce que cela a marqué? Évidemment aussi parce qu'on introduit en plus des droits de l'homme. C'est ça aussi qui est fondamental. Et ce qu'on retrouve dans l'action des Portugais devant la CEDH, c'est que non seulement on doit pouvoir respirer, si je puis dire, mais on a des droits fondamentaux
parmi lesquels le droit à un environnement sain. Et donc, ces droits des générations futures, nous, on l'a appelé la fondamentalisation des droits des générations futures. Et effectivement, le juge néerlandais, mais on peut se dire que le juge français, le juge administratif l'a fait aussi, pas forcément d'ailleurs en se fondant sur la notion de génération future, il enjoint le gouvernement à agir. La Cour colombienne l'avait fait également en allant beaucoup plus loin, ce n'était pas seulement une injonction à agir, mais elle a enjoint le gouvernement colombien à adopter des plans d'action, premièrement, et deuxièmement, elle lui indique que ces plans d'action, ils doivent se faire en intégrant la société civile, qui va se prononcer aussi sur ces plans d'action. Donc les juges, effectivement, non seulement peuvent condamner les États, mais leur enjoindre d'agir, et ils peuvent aussi condamner les entreprises. C'est une tendance qu'on retrouve de plus en plus, exactement sur les mêmes fondements. Vous vous êtes engagé vous-même, à travers la compliance, par exemple, vous êtes engagé vous-même, et vous êtes engagé à appliquer l'accord de Paris, et vous devez respecter vos engagements. Et de la même façon, du côté des entreprises, on a l'invocation de droits de l'homme, de droits fondamentaux, et ça aussi, c'est une tendance qu'on retrouve en soft law, en droit mou, si je puis dire. Principe OCDE, les entreprises doivent respecter les droits de l'homme, la RSE, donc des principes qui ont l'air d'être pleinement volontaires et qui ensuite vont se retrouver en justice. Et les entreprises vont devoir se justifier, avec plus ou moins de succès, en justice sur ces engagements volontaires. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que cette notion juridique de droit des générations futures est la traduction du principe responsabilité de Hans Jonas. Alors là, certainement, d'une certaine façon. En tout cas, je n'y suis pas revenue dans mon intervention spontanément, mais ce qui est sûr, c'est que cette œuvre-là a une influence majeure, que lorsqu'on parle de politique et de droit, il est difficile de ne pas parler d'éthique, et que le principe responsabilité, il est... Voilà, lorsqu'on le relit, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais sinon, vraiment, je vous conseille de le faire, parce que c'est une lecture finalement assez simple, et qui, lue aujourd'hui, vraiment, ça sonne d'une façon extrêmement moderne, et on a l'impression que ce qu'on y lit est une évidence. Alors, à l'époque, certainement pas. Je crois qu'il a beaucoup souffert de ce qui a pu être dit et ce qui a pu lui être reproché au moment où l'œuvre est sortie. Mais lu avec nos yeux d'aujourd'hui, c'est formidable. Et ce que dit évidemment Hans Jonas, c'est que l'un des principes qu'il pose, c'est agir finalement comme si les effets de ton action devaient conduire à la permanence d'une vie authentiquement humaine. Et ça, on pourrait presque se dire qu'on le retrouve, par exemple, dans la décision allemande. C'est-à-dire que peut-être que l'humanité existera encore avec cette trajectoire à effet de serre, avec ce réchauffement climatique, etc. Mais dans quelles conditions? Et donc, ce qui importe, c'est de maintenir les conditions d'une vie authentiquement humaine. C'est pour résumer ce que nous dit Hans Jonas. Ce que nous dit Hans Jonas aussi, c'est qu'il faudrait développer ce qu'il appelle une heuristique de la peur. La peur est un moteur pour lui. Alors, soit on la ressent spontanément, et si on ne la ressent pas spontanément, eh bien, il faut faire en sorte de la ressentir pour pouvoir agir. Alors, c'est là qu'on peut commencer à voir des limites ou une évolution. Ce que nous disait Dominique Bourg, c'est qu'en réalité, sans doute, quand Jonas pensait à très long terme, alors que nous, aujourd'hui, on peut se dire que la peur, on la ressent. On a fait mention dans l'étude d'un certain nombre de sondages, d'enquêtes d'opinion publique, où on voit que cette peur, elle est très présente. Dans mon souvenir, une étude de la Banque européenne d'investissement montrait que 82% des Européens déclaraient qu'ils pensaient que le changement climatique avait d'ores et déjà une influence sur leurs conditions d'existence, 70% qui craignaient pour leurs conditions d'existence à très court terme, peut-être 40 à 50% indiquant qu'ils pensaient même qu'il y aurait des déplacements de population depuis l'Europe. La question étant de savoir, évidemment, si cette peur-là, si cette dimension éthique-là est suffisante pour conduire à des changements significatifs, puisque votre auditeur disait, est-ce qu'il n'y a pas une préférence individuelle pour le présent? Très certainement. Mais enfin,
on constate quand même qu'il y a cette opinion assez massivement consciente des évolutions. Et ça c'est important. Mais la société civile qui agit, c'est sans doute une part pionnière de la société civile. C'est une notion un peu, évidemment, extensive de parler de la société civile comme si il n'y en avait qu'une. Celle qui agit en justice, comme je l'ai mentionné, en tout cas, celle-là, elle est consciente et elle utilise les instruments du droit pour essayer d'arriver à une action, à ce que l'action politique, sans doute, selon elle, ne parvient pas à réaliser. Est-ce que l'extension de l'intérêt à agir, de la qualité de sujet de droit, à la fois aux générations futures et à des êtres naturels qui ne sont pas exclusivement humains, est-ce que ça peut aboutir à une remise en cause de la légitimité de la notion de croissance? Est-ce que le juge n'est pas en train de construire petit à petit, je reformule une question qui est posée sur le chat là, est-ce que le juge n'est pas en train de créer les bases d'une légitimité de la décroissance? Alors ça, je ne sais pas. Ce que j'aime bien rappeler toujours, c'est que d'abord, le juge, pour répondre, se fonde sur une demande, ne se saisit jamais tout seul, et que deuxièmement, il se fonde sur un texte, en général un texte de loi. C'est important de le dire. Et à partir de là, les décisions qu'il prend peuvent engendrer toute une série de conséquences. Mais en tout cas, il faut d'abord rappeler ça. Sur la question de la croissance, peut-être qu'on peut revenir à cette occasion quelques minutes sur la question de la dette publique, parce que c'est une façon d'y répondre. On s'est penché durant une séance sur la question de la dette publique en se demandant s'il fallait qu'on la fasse entrer dans notre étude ou pas. Alors j'ai rappelé le critère de l'action en justice. Il est évident que jusqu'à présent, la question ne se pose pas pour la dette publique, mais c'est quand même intéressant de se demander si, comme on l'entend là aussi très fréquemment dans le débat public, en ayant une dette excessive, en simplifiant, est-ce qu'on n'obère pas le futur? Est-ce qu'on n'obère pas la marge de manœuvre des générations futures? Ce qu'on peut dire, c'est que, alors moi je ne suis pas une économiste, c'est que le débat, pour le moins, n'est pas tranché entre les économistes et qu'un certain nombre d'entre eux, par exemple Patrick Artus, vous disent, oui, enfin, lorsqu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce qu'évidemment, tout dépend de ce à quoi cette dette sert. Si elle sert, par exemple, pour financer des investissements à long terme, des infrastructures, l'éducation, on ne peut pas dire qu'on obère le destin des générations à venir. De la même façon, pour ceux qui sont intéressés par les questions économiques, je conseille vivement le visionnage de la séance inaugurale au Collège de France de l'économiste Christian Gaulier, qui s'intitule « Entre fin du mois et fin du monde », où il explore justement la question de la dette publique en lien avec la transition écologique. Alors là aussi, ce qui est dit en substance, c'est que très souvent, pour essayer de savoir si oui ou non la dette publique obère le futur, il y a des calculs très sophistiqués économiques et notamment d'actualisation qui sont faits. Mais dans ces calculs-là, on prend toujours pour donner le fait qu'il va y avoir une croissance. Et donc le fait que les générations à venir, elles seront toujours plus riches que nous. Et c'est ça qui sert de fondement au raisonnement et c'est ce qui remet en cause, en quelque sorte. Qu'il faudrait penser autrement ces questions de dette économique fondées, ou ces calculs fondés sur l'idée de croissance et sur l'idée que les générations seront forcément plus riches que nous. Donc je dirais que ce n'est pas tant les juges qui conduisent à remettre en cause la question de la croissance que les économistes, et que peut-être c'est la réalité elle-même qu'on constate tout un chacun. J'ai jusque-là répercuté des questions qu'il y avait sur le chat, mais peut-être y a-t-il des questions dans la salle, en présence. N'hésitez pas à prendre la parole. Oui, je vous en prie. Parlez bien près du micro pour qu'on vous entende en visio. Vous m'entendez? Oui. Je m'appelle Eva Buisson, je suis là pour l'IHEMI en représentante. J'avais une question par rapport à... vous avez parlé de la frustration et de la réaction en chaîne que ça pouvait entraîner de la part des tribunaux sur l'action de l'État.
dans quelle mesure le droit peut avoir un effet de réelles répercussions sur l'action de l'État quand justement il ne respecte pas les engagements qui ont été pris auparavant. Je crois qu'on avait entendu parler il y a quelque temps de l'État français justement qui avait été condamné pour son inaction. Dans quelle mesure le droit il peut évoluer et avoir des effets plus significatifs pour qu'un changement puisse être observé? L'IHEMI, c'est l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. La question que vous posez, c'est la question plus globale de savoir si la société civile, lorsqu'elle saisit le juge, est-ce qu'elle arrive à obtenir des décisions qui sont efficaces, donc qui obligent, d'ailleurs l'État ou une entreprise, à agir et à modifier son comportement. Alors, c'est très difficile d'y répondre. Premièrement, parce que c'est un mouvement qui est très significatif. Je vous donne juste un chiffre. Un institut américain, le Grantham Research Institute, a produit des statistiques qui montrent que les actions en justice, d'une façon générale, notamment celles qui intéressent le climat, ont plus que doublé entre 2015 et aujourd'hui. Donc, elles se comptent par milliers, mais réparties sur l'ensemble de la planète. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate qu'en vérité, c'est d'une part une stratégie mondiale de la société civile dont on parle, et que d'autre part, il y a aussi une conversation mondiale des juges, par la force des choses, puisqu'ils se parlent entre eux, puisqu'ils ont à connaître des mêmes problèmes. Mais, et si vous voulez, ces décisions-là, ou plutôt ces actions en justice-là, ne donnent pas tout lieu à des décisions. Et elles ne donnent pas tout lieu à des décisions favorables. C'est même l'inverse. Quand on commence à suivre une trajectoire comme celle-là, une stratégie comme celle-là, on obtient en général des réponses négatives. Parce que les premiers juges saisis se demandent de quoi il s'agit. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire de génération future? Enfin, ça n'est pas évident. Et finalement, les premières décisions, l'universitaire professeur Judith Rochefeld a appelé ça les grandes audacieuses. Les juges qui ont pris ces premières décisions sont des juges audacieux. Et puis, il y en a d'autres qui les prennent. Et comme je le disais, en plus, dans des domaines extrêmement différents, État, entreprise, droit civil, droit administratif, droit pénal, droit constitutionnel. Donc, la question que vous posez, c'est celle de l'effectivité des décisions de justice qui sont rendues. Encore une fois, elles sont peu nombreuses. Et elles n'ont pas toutes une effectivité évidente tout de suite. Je pense, sans vouloir parler pour elles, encore une fois, que les organisations qui agissent en justice ne cherchent pas forcément à avoir dans l'immédiat une grande audacieuse. S'ils en obtiennent une, tant mieux. Mais ce qu'ils cherchent d'abord, encore une fois, c'est de porter sur la place publique leurs problématiques. C'est l'objectif numéro 1, et souvent c'est assez réussi. On a de plus en plus d'articles, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, de vulgarisation, parfois très longs, sur des décisions de justice qui sont rendues. Je vous incite, pour ceux que ça intéresse, à faire une recherche dans le monde. C'est phénoménal, en fait. Après, deuxième objectif, c'est sans doute d'étendre les sujets de droit. Et je disais que c'était d'abord une action contre les États et de plus en plus contre les entreprises. Vous connaissez peut-être le rapport Carbon Majors. Donc, les 90 entreprises qui émettent le plus en termes de carbone industriel, eh bien, elles émettent 63% des émissions. Sur ce rapport Greenpeace et d'un organisme de recherche, eh bien, c'est à partir de là que la société civile a commencé à saisir la justice sur les entreprises. Moi, j'ai l'impression, en tout cas qu'en France, il n'y a pas énormément de décisions majeures, mais les décisions les plus significatives sont celles du Conseil d'État, où effectivement, le juge utilise, par exemple, l'astreinte en matière de pollution. L'astreinte. Donc, l'État doit prendre des mesures sous peine d'astreinte. C'est ce qu'avaient fait aussi les Pays-Bas. Et donc, le juge s'autorise non seulement à enjoindre, mais à enjoindre sous astreinte. Est-ce que c'est efficace? Je ne le sais pas. Sans doute trop tôt pour le dire, mais c'est suffisamment significatif pour être mentionné. Et finalement, cette action-là, au-delà, encore une fois, d'une action qui recherche la décision elle-même,
c'est une action de plaidoyer très large, c'est une recherche d'influence. Et je peux vous dire, par exemple, que les entreprises sont très intéressées par le sujet et sentent bien qu'elles ont quand même intérêt à intégrer dans leur stratégie et leur réflexion ces problématiques-là. Ça, c'est évident. Elles l'ont bien compris. D'autres questions dans la salle? Oui, on vous passe le micro. Merci. Moi, j'ai une question qui n'est pas tellement sur le fond, mais sur... Vous présenter, s'il vous plaît. Pardon, Anne-Béatrice Schlumberger. Je suis consultante et je suis administratrice de Futurible. J'avais une question plutôt sur ce que vous disiez en introduction, sur l'objectif de la création de ce think tank, dont vous êtes délégué général, et le fait d'arrimer le droit et la justice, en tout cas la recherche dans ces domaines, à la prospective. Avec quel objectif, quelle finalité, à quoi ça correspond? Est-ce que vous estimez qu'il y a un devoir du droit d'anticiper, d'être proactif sur ces sujets sociétaux? J'étais très frappée dans votre discours sur le fait que vous parlez très souvent de stratégie, vous décodez les jeux d'acteurs, les stratégies, vous dites qu'il s'agit de plaidoyer, d'une recherche d'influence. Donc, comment vous positionnez le droit par rapport à la société civile, ou le droit et ce qu'il porte par rapport à la société civile? Merci de votre question, parce que ça me permet de compléter ma présentation. Peut-être que j'aurais dû insister davantage sur les membres de cet institut. C'est un groupement d'intérêt public, d'abord, c'est important. Et c'est un groupement d'intérêt public qui est constitué et donc financé par le ministère de la Justice, par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, par le CNRS, et sont membres également de ce groupement d'intérêt public les professions du droit, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les anciens huissiers, la Caisse des dépôts, et puis sont membres associés un certain nombre d'institutions comme l'Institut pour l'histoire de la justice, et puis le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, etc. Donc vous voyez, plutôt des membres institutionnels, si je puis dire, profession du droit. Il y a aussi les juristes d'entreprise que j'ai oublié, et l'École nationale de la magistrature. Donc une composition plutôt institutionnelle, mais très variée pour le coup, très diverse. Et comme je le disais, la présidence est assurée, sans doute aussi dans une volonté de souligner l'indépendance, d'abord l'indépendance du groupement lui-même, et puis l'indépendance de la justice, présidée par les chefs de cour, Conseil constitutionnel, Conseil d'État et Cour de cassation et Cour des comptes. Donc, un groupement d'intérêt public. Et ça n'est pas qu'un think tank, c'est deux choses. Financement de la recherche fondamentale, d'un côté, première branche, si je puis dire, et deuxième branche, effectivement, laboratoire d'idées, avec la volonté de réfléchir, effectivement, sur les enjeux actuels pour la justice, et puis pour le droit plus globalement, mais notamment pour la justice, en se disant qu'il y a, mais c'est la définition de la prospective, dans la situation actuelle des choses qui sont en germe pour l'avenir, et que le présent porte en germe l'avenir, et qu'on souhaite, ce faisant, éclairer l'action des décideurs publics, donc au premier chef le ministère de la Justice, mais pas seulement, aider les professions du droit aussi à penser leur futur. Et on a des thèmes de réflexion évidemment aussi différents que les questions liées au numérique, à l'environnement d'une façon générale. On a produit un séminaire Justice et guerre, alors dans le contexte de la guerre en Ukraine, mais c'est évidemment bien plus large, la cyberjustice, et on souhaite également réfléchir sur l'évolution des métiers eux-mêmes. Donc une réflexion
large qui nous conduit éventuellement effectivement à décoder des stratégies d'action en justice, sans porter sur elles d'ailleurs de jugement de valeur, mais pour comprendre la réalité et pour aider le ministère et puis les juges eux-mêmes. Je crois que c'est très important aussi de souligner le fait qu'on travaille pour les juridictions elles-mêmes, pour les juges, pour les aider à comprendre ce dont elles sont saisies. D'ailleurs, dans la dernière partie du rapport, c'est intéressant parce que comme c'est la première étude, on s'est posé la question de savoir si, comme le font certains think tanks d'ailleurs, on allait produire des recommandations ou des préconisations. Et on s'est dit qu'on n'allait pas le faire, en tout cas sur cette thématique-là, qui était tellement proche de l'action en justice elle-même et donc de l'acte de juger, qu'il ne nous semblait pas opportun de le faire. Ce que nous avons fait en revanche pour aider les justices et puis les acteurs de la justice, les avocats, etc., à réfléchir, c'est que nous avons dit voilà des pistes, voilà ce qui ressort des actions que nous avons étudiées, des principes peut-être un peu nouveaux. Nous, on a parlé des générations futures, mais il y en a des tas d'autres, en vérité. Vous parliez du Conseil d'État et des actions contre l'État. Le Conseil d'État, comme d'ailleurs le tribunal constitutionnel allemand, utilise beaucoup la notion d'irréversibilité comme étant un critère d'appréciation pour condamner ou pas. Il y a des critères un petit peu plus audacieux, mais qui ont déjà été reconnus, des principes comme le principe de fraternité que le Conseil constitutionnel a reconnu récemment. Si on tire le fil, on peut se dire qu'il y a une fraternité au sens entre l'humanité actuelle et l'humanité future qui semble évidente. Et ce principe de fraternité, après tout, il pourrait servir aussi de fondement pour reconnaître un certain nombre de droits. Et encore, on a essayé de montrer que les actions de désobéissance civile, elles aussi, elles se fondaient, en tout cas dans l'argumentaire des activistes qui se défendent devant les tribunaux sur l'intérêt des générations futures, en disant mais moi, certes, j'ai contrevenu à la loi, mais je l'ai fait au nom d'un intérêt supérieur qui est celui du long terme des générations futures, etc. Et donc, à ce titre, je ne peux pas être condamné puisque mon action, en quelque sorte, est justifiée et qu'il existe, comme vous le savez, des faits justificatifs qui permettent éventuellement au juge pénal de ne pas condamner. Donc, voilà ce que nous avons fait, pas dire il faudrait faire ceci, il faudrait décider cela, enfin, il est évident qu'on n'allait pas dire ça à des juges. En revanche, voilà des fondements juridiques auxquels vous pouvez réfléchir et sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour décider. Voilà. Pas d'autres questions? Si? N'oubliez pas de Bonjour, Isabelle Tisserand, je dirige la prospective stratégique et la recherche dans le groupe La Poste. Merci pour ce brillant exposé, c'était absolument incroyable. Merci beaucoup. J'ai deux questions. Ma première question est, avez-vous pu identifier les zones géopolitiques dans lesquelles ce type d'actions en justice sont les plus nombreuses? Et ma deuxième question est, le droit des futures générations est-il actuellement enseigné dans les grandes écoles et dans les universités? Alors, je réponds. Il nous a semblé que ces actions en justice, elles concernaient à peu près toutes les zones géographiques. Et il me semble que cela varie selon les moments. Par exemple, aux États-Unis, sans doute là, en plus de l'Amérique latine, alors je veux dire que c'est l'Amérique en sens large, mais là, aux États-Unis, sous la présidence Trump, puisque vous parliez de géopolitique, sous la présidence Trump, vous savez que les États-Unis sont sortis de l'accord de Paris. Et là, à ce moment-là, on a vu une flambée d'actions, y compris d'ailleurs d'actions menées par des collectivités locales, dans un mouvement qui s'intitulait « We are still in ». Donc, nous sommes toujours partis à l'accord de Paris. Et donc, là, des actions en justice massives pour faire en sorte que les États-Unis soient toujours dans ce mouvement. J'ai évoqué l'Amérique latine et il nous semble que, peut-être avec un peu de retard au fond, mais sans doute que la société civile se rattrape de ce côté-là, en Europe, on en a aussi quand même de plus en plus, en réalité, et y compris chez nous en France. Alors le droit des générations futures, il est enseigné en particulier par Émilie Gaillard, qui a produit une thèse, je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'est dans les années 1990, une thèse qui est intitulée « Droit des générations futures et droit privé ». Avant elle,
la pionnière, si je puis dire, est américaine et elle s'appelle Edith Brown Weiss. Et elle a développé voilà, toute une théorie. Son ouvrage est encore disponible alors en langue anglaise et même traduit. Alors, il faut aller bien chercher, hein, mais bien traduit en français sur le droit des générations futures. Émilie Gaillard enseigne le droit des générations futures à Sciences Po Rennes. Et il y a aussi la chaire Normandie pour la paix, mais elle est aussi coordonnée par Émilie Gaillard. Donc, c'est de ce côté-là que vous trouverez les développements les plus aboutis dans la production française. Et encore une fois, c'est assez significatif que Sciences Po Rennes ait choisi de créer une chaire et un enseignement autour de ces questions. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions et d'autres interventions, je voudrais à mon tour vous remercier pour la très grande consistance et l'intérêt de votre conférence. On s'aperçoit, si on en avait besoin, qu'il y a dans le droit une dimension prospective éminente et que donc la coopération entre Futurible et l'IRDJ n'est pas près de se terminer. Je voudrais vous inviter, ceux qui nous écoutent, et ceux qui sont ici à vous plonger dans le rapport de l'IRDJ sur le droit des générations futures. Il est accessible et téléchargeable tout à fait gratuitement sur le site internet de l'IRDJ. C'est un texte d'une grande clarté, d'une grande concision et qui vous permettra de retrouver les sujets que nous avons évoqués au cours de cette table ronde. Merci à tous de votre attention et de votre participation. Merci.